de donner enfin la parole aux derniers encore valides qui peuvent raconter leur histoire et celle de l'enfer qu'ils y ont connu, pour ceux qui ne sont plus là. Dans ce studio de RFI installé à Conakry pour la circonstance, nous avons plusieurs invités. Nous avons également le fils de celui que l'on a souvent présenté comme le créateur, l'initiateur de ce sinistre camp Boiro, Keita Sidiki Bah, le fils de Fodé Sidiki Bah, qui lui aussi a fini ses jours dans le camp Boiro comme prisonnier. Keita Fodé Bah, donc, est ministre jusqu'en 65. Il quitte la défense et en 69, en tant que secrétaire d'État à l'économie rurale, il est arrêté et jeté en prison. C'était encore le camp de la garde républicaine. C'est maintenant, après son arrestation, dans le même mois, que le camp a été rebaptisé camp Boiro. C'est-à-dire qu'il est en prison quand le camp change de nom. Absolument. Mais avant, c'était un camp où on avait décidé d'interner tous ces prisonniers-là. Tout à fait. Qui ont été internés les prisonniers du bureau politique. Du bureau politique. Voilà. Madame Kadidiatou Touré, vous étiez vous aussi une prisonnière de ce sinistre camp Boiro. Comment vous retrouvez-vous là-bas? Je ne suis qu'une épouse d'un commerçant qui a comme grand frère Touré Mamadou Di Petit Touré, qui était directeur général du commerce, qui a voulu organiser les commerçants. Ça n'a pas marché. Il avait regroupé les commerçants, effectivement, mais pour créer le bureau pour gérer les commerçants, il s'est accroché un peu avec Sékou. Avec Sékou Touré. Oui, parce qu'il a demandé à Sékou qu'il laisse les commerçants choisir leur chef. Il dit qu'il va nommer. Il dit d'accord, de toutes les façons. Moi, j'ai duré au ministère du Commerce, je vais créer d'ailleurs une société. C'est comme ça qu'il a créé la SICAF, avec ses deux frères, Touré Keleti et Touré Moussa et son griot. Ce qu'il leur a demandé de payer chacun 50 millions. Ils ont versé comme capital de leur société. Donc il s'est installé en commerçant. Et comme au ministère du Commerce, il avait des relations avec les pays qui étaient en collaboration avec la Guinée, tels que la Chine, l'Allemagne, l'Inde, tout ça. Donc son commerce a vite fleuri parce qu'il faisait maintenant l'import-export des produits locaux, tels que les grains de palmis et le café. Donc il s'est installé là. Après, il dit qu'il va créer un parti. Puisque la Constitution permettait de créer un parti, c'est écrit en bonne et due forme, tout citoyen pouvait créer un parti. C'était dans la Constitution. Si je peux interrompre madame à ce niveau. Lamine Camaradi Kapi, ancien prisonnier du camp Boiro et de 2 autres prisons de Guinée, auteur de Sous les verrous de la Révolution. C'est qu'à l'époque, le président Sékou Touré lui-même avait dit que, conformément à la Constitution, tout Guinéen qui veut créer un parti politique peut le faire. Et que lui-même, il est prêt à donner les moyens, 100 millions ou plus, pour que ceux qui veulent créer un parti politique puissent le faire, et un parti d'opposition. La seule condition qu'il avait posée à l'époque, et publiquement encore à la radio, c'était qu'il n'y ait pas de subside venant de l'extérieur. Donc je crois que M. Touré a pris à la lettre cette déclaration publique. Et a créé son parti. Le 14 octobre, il est allé déposer les statuts. Il les a distribués personnellement. Il est allé déposer les statuts au président Ahmed Sékou Touré. Alors, quand il est sorti, le président a appelé Fodé Bah, parce que c'était en 65, pour lui dire « Ah, Fodé, Petit Touré a déposé les statuts de son parti. Il veut créer un parti. » Il dit « Oui, président, et ce n'est pas vous seul qui avez reçu les statuts. Toutes les institutions internationales sont en possession de ces statuts. » Il dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il dit « Attendons de voir. » Donc quand il a dit ça, il a appelé maintenant le président de l'Assemblée nationale, Camara Damantan. Il a dit la même chose. Celui-là lui a demandé « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Il voulait qu'on l'arrête. Et Camara Damantan, au carrefour de Moussoubou, est allé l'interpeller. Il était sur le chemin de rentrer à la maison. C'est comme ça. Et lui, et son chauffeur, et son griot se sont retrouvés au camp Boiro. Et le même jour, on a arrêté. Mon mari, lui, il est rentré. Il dit, mais je ne vois pas Petit Touré. Il a attendu. Sa maman dit, il faut voir qu'est-ce qu'il est devenu. Il est parti. Je l'ai accompagné jusqu'à la voiture. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus revu. C'est-à-dire, vous avez accompagné votre mari à la voiture, qui allait chercher au garage, qui disait, je vais voir où je peux trouver mon frère. Il n'est jamais revenu. Mais moi, j'ai pris la voiture. Je suis allé au camp Samouri pour voir. Je cherchais la voiture. Je suis allé à l'Assemblée, à la permanence nationale, où il y avait l'Assemblée nationale. C'était le bureau aussi. Je n'ai vu aucune voiture. Je suis venu au camp parce que j'étais enceinte de 8 mois et quelques. Donc, j'étais déguisée. J'avais une Volkswagen. Je me faisais passer pour une ménagère. Je suis rentrée au camp, fouillée dans l'espoir de voir les voitures.
Je n'ai pas vu les voitures. Je suis allée ensuite au camp Alpha Yaya. C'était de l'audace. J'étais petite, j'étais jeune. Je suis allée. Un peu insouciante. Bon, j'arrive, qu'est-ce que vous voulez? Je dis non, mon mari a rencontré un ami. Je viens du village, parce que j'ai garé la voiture loin. Je viens du village, mais mon mari avait rencontré un ami qui est au camp ici, qui lui a dit qu'au moment de l'accouchement, de m'emmener pour que j'accouche à Conakry. Pour moi, c'était pour fouiller le camp. Je n'ai vu aucune voiture. On dit, mais comment il s'appelle? J'ai dit, c'est son ami, c'est un camarade. Il dit, ah, vous ne le trouverez jamais. J'ai dit, ça fait rien. J'appellerai sa femme, elle est au marché. Je suis sortie. Je reviens à la maison. J'ai dit, je n'ai rien vu. Je crois qu'on les a arrêtés. Et vous? Et moi, c'est lorsqu'on nous a chassés de la maison, on me dit, Madame Touré, c'est vous, Madame Touré, Kadiatou? J'ai dit oui. Et dès alors, la fédération, le bureau fédéral de Conakry 2, avec les femmes du bureau fédéral, ont demandé qu'on confisque les biens des épouses. Donc, vous allez sortir sans vos affaires, vous ne prendrez plus rien. Vous étiez enceinte de 8 mois et demi. 8 mois et demi. Donc, je regarde, tout était entassé au salon. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner la valise d'Air Afrique? C'est moi qui ai préparé cette lettre-là pour mon enfant. Ah, madame, venez demain. J'ai dit, demain, je ne viendrai plus ici. Merci. C'est comme ça que vous êtes sorti de votre domicile? C'est comme ça que moi, je suis sortie de la maison. Et c'est là où vous allez avoir votre enfant? Maintenant, j'accouche. Après le baptême de l'enfant, le septième jour, on a fait le baptême. 3e jour, 10e jour, à 2h du matin, il y a eu au moins 15 véhicules qui sont venus me chercher. Pour vous amener où? Au Camboro. Et j'ai pris mon bébé, je suis allée avec lui. Quelques habits, puis je suis allée avec. Et vous êtes resté là-bas? À la tête de mort. Le camp Boiro, un mouroir où l'on torture et tue chaque jour. Un gardien du camp raconte. Ah oui, je vis beaucoup de ça ici. J'ai fait 14 ans ici, j'habite ici. Et je crois qu'il y a chaque jour, il y a 7 ou 10 ou 4 ou 3 qui meurent. Chaque jour, c'est comme ça. Des inscriptions sur les murs expriment la douleur, les souffrances de milliers de personnes qui y croupissent sans jugement, dans le dénuement total. Ah, j'écrivais avec le caca. Parce qu'il n'y a pas de plume, il n'y a pas d'autres moyens pour écrire. Mais quand ils mangeaient, après le caca, ils écrivaient. Madame Kadidiatou Touré, vous avez connu ces conditions de vie. Comment vivait-on dans cette prison? Par terre. Vous dormiez par terre? Par terre, et je forçais, j'exige le savon, j'exige le cure-dent. Je dis, je ne veux pas de pâte, je ne veux pas de brosse. Et quand on m'envoie manger, je dis, je ne mange pas. Je buvais souvent le lait de l'enfant, je demandais de donner du lait à l'enfant. Et à la fin, c'est le policier qui s'était engagé à me donner sa nourriture. Le policier Chaque fois qu'il était là, il me donnait sa nourriture et ça me nourrissait nuit et jour. Je refusais de manger, il s'est fâché, il dit, je ne mange pas. Je n'ai pas mangé toute la journée, il n'a pas mangé. Le lendemain, on l'a amené son repas, il dit, tu manges ou je ne mange, ou tu manges, ou bien je jette. Mais je ne mange pas, il faut que tu manges. Alors, 8 mois et vous êtes libéré finalement, sans explication. Mais est-ce que vous voyez votre mari? Jamais. Vous n'avez jamais plus revu votre mari? Petit Touré était là-bas à l'époque, parce qu'on est venu aussi prendre sa femme devant moi. Après, à son âme, la femme de Petit Touré, elle avait 3 mois de grossesse. C'est moi qui l'ai préparée parce que j'ai compris qu'elle disait, pourquoi je vais mourir? J'ai dit non, va, c'est juste pour voir ton mari. Je l'ai préparée, elle est partie, elle a fait. Elle était en grossesse, elle a accouché, l'enfant a grandi, l'enfant est sorti en prison, au camp Boiro. Oui, il est sorti, je ne sais pas si c'est à 6 ans ou 7 ans. Et la maman est restée encore. L'épouse de Petit Touré. L'épouse de Petit Touré. Oui, son fils est libéré et on l'a gardé encore quelques années. Elle est sortie, la pauvre, elle est décédée maintenant. Et votre mari, il est mort donc au camp Boiro? Il est resté au camp Boiro. Je ne sais pas comment. Vous ne savez pas comment il est mort? Est-ce qu'on vous a donné sa dépouille? Jamais. On ne m'a jamais indiqué qu'il est décédé, on ne m'a jamais dit quand est-ce qu'il est décédé, comment et quelles conditions, où on l'a enterré, rien du tout dans mon mari. Aucune information. Monsieur Lamine Camara, dit Capi, vous étiez, vous aussi, prisonnier dans ce camp Boiro. Vous avez écrit un remarquable livre sur votre expérience dans cette prison. Vous apparteniez pourtant à ce régime politique. Comment vous retrouvez-vous là-bas, enfermé? Moi, j'étais jeune. Je venais de sortir de l'université, de la première promotion qui s'appelait à l'époque promotion Lénine. J'avais été donc affecté comme professeur stagiaire et ensuite directeur régional d'éducation. Et à la 4e année de ma sortie de l'université, j'ai été arrêté.
On parle souvent de circonstances d'arrestation ici en Guinée. Pour ce qui me concerne, je vous le dis clairement, et je le répète encore aujourd'hui, je n'étais pas contre le président Sékou Touré. J'étais comme beaucoup de jeunes intellectuels étudiants à l'époque qui pensaient que un homme qui a pu... Un nationaliste comme lui, il fallait le suivre. Il fallait le suivre. Donc j'ai été... C'était la grande révolution. Étonné de me retrouver en prison. Et les circonstances, voilà ce qu'on était supposé me reprocher. On me dit que j'avais pour mission de saboter les actions de la jeunesse. On a écrit à l'époque, on a fait jouer à l'époque une pièce à Dabola qui s'appelait Kiaroy et qui a non seulement rapporté le premier prix en Haute-Guinée, à Kankan, lors de la semaine artistique, qui a remporté le premier prix ici à Conakry lors du festival national, mais qui a remporté aussi le prix de l'Afrique à Lagos ou à Alger, je ne m'en souviens pas exactement. Cette pièce venait donc de la jeunesse de Dabola que je dirigeais à l'époque. Donc je me suis retrouvé en prison. J'avoue que je ne comprenais pas. Je me disais, dès que je vais être interrogé, il y a méprise pour mon cas. Dès que je serai interrogé, je vais être libéré. Mais la manière dont ça a commencé, je suis donc arrivé à la prison de Boiro d'abord. On m'a transporté à la prison de Kankan. Et dès que nous sommes arrivés à Kankan, c'était la diète. C'est après 9 jours de diète, sans manger ni boire. Il faut rappeler ce que c'est la diète noire. La diète noire, c'est quand ça va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais la diète, c'est jusqu'à la mort, la diète noire. Mais la diète que je faisais moi, que nous avions à l'époque, c'était donc 9 jours pour ce qui me concerne. Avec sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. Et c'est au 9e jour que j'ai été interrogé. Et en m'interrogeant le 9e jour, on m'a mis ce qu'on appelle... ça n'a pas été si simple que ça. Hein. J'étais encore... Après 9 jours, vous aviez encore de la résistance. Vous faisiez encore de la résistance. On réagit quand on voit certaines choses. Moi, je suis arrivé, malgré les 9 jours, je me disais, dès que je vais être interrogé, parce que je croyais à leur bonne foi, dès que je vais être interrogé, je vais être relâché. Donc, ils ont commencé à m'interroger, à me dire déjà que je touchais $12,000 par mois. J'avoue, malgré la faiblesse physique, j'ai réagi, je me suis révolté. J'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Alors, prouvez-moi que j'ai touché $12,000. Nous sommes dans une ville paumée complètement ici. Les gens ont à peine à se nourrir. J'ai mon pauvre père là-bas que je n'arrive pas à aider comme je l'aurais voulu. Et vous croyez que moi, je touche $12,000 par mois d'appointement? Alors, on a discuté pendant longtemps, on me torturait. Quand vous dites on vous torturait, ça consistait en quoi la torture? Voilà. On m'a attaché les 2 mains derrière et on m'a mis ce qu'on appelle le téléphone de campagne, la GSM. C'est un appareil qu'on tourne et quand on tourne, on met les électrodes sur vos oreilles ou sur vos parties sensibles. Pour ce qui me concerne, j'avoue, ça a été les oreilles. Et quand on tourne, il y a un influx de courant continu qui se déverse en vous et la respiration est coupée. Une fois que la respiration est coupée, ils arrêtent. Parfois, il y en a qui ont perdu la vie comme ça. Et après, on commence à vous interroger. Mais pendant ce temps, moi, la petite différence, c'est que j'ai écrit un livre là-dessus, Guinée sous les verrous de la Révolution. Et tout ça est bien décrit. À ce moment-là, il y a une bouteille d'eau qui est posée sur la table. Vous avez soif. Et le monsieur qui vous interroge parle parfois en faisant remuer un peu la table pour que l'eau se verse et que vous en ayez envie. Donc ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Et je n'ai pas avoué. Et ils ont dit que c'est un ami qui m'a dénoncé. Ils ont fait venir cet ami. Et ils ont été surpris parce qu'ils avaient déjà torturé celui-là. Il avait tout avoué, il m'avait dénoncé. Mais cet ami, il s'appelle Ismaël Nabé, il est décédé, c'est en prison qu'il est mort. Alors, sur les dates et les lieux, quand on a parlé, il a fini par avouer. Il dit, mon ami, je te le dis, peut-être que je ne sortirai pas d'ici. C'est sous la torture que je t'ai dénoncé. Je te présente toutes mes excuses, je te demande pardon. Si je ne sortais pas, je te confie à ma famille. Et quand il a dit ça, ils l'ont encore pris, ils l'ont torturé, ils l'ont fait partir. Mais moi, j'avais pensé qu'après cette déclaration de celui-ci, on m'aurait libéré. Donc, je suis reparti donc, dans la salle, la cellule où j'étais. Je n'ai toujours pas mangé, puisque je n'avais pas avoué. Et j'ai dit à mes camarades, on était 13 dans cette salle à ce moment-là, parce que le camp de Kankan était tellement rempli, on était à peu près 450 personnes.
Nous étions dans le salon de coiffure, il n'y avait plus de place. Hein. Les salles, comment on appelle, les cabines, c'est comme ça qu'on les appelait. Les militaires, tout était rempli. On était dans la salle de coiffure, le salon de coiffure des militaires. Et ceux qui étaient là, je leur ai raconté un peu. Je ne voulais pas leur dire tout de suite, mais je leur ai raconté comment ça se passait. Mais je leur ai dit. Ils m'ont promis qu'ils vont me ramener cette nuit encore. Si je vais, je ne suis pas sûr que je résisterai. Et là encore, ça a duré jusqu'à 4h du matin. En tout cas, Lamine Camara est soumis à la torture. Ce n'est pas la première fois qu'il est pris. Mais je suis l'un des rares Guinéens à avoir fait 2 fois le camp Boiro. En 1961 déjà, au complot des enseignants de Koumandian qui était à Baïbrama Kabra, Djibril Tamsir-Niane. Donc c'était le complot, on a appelé complot des enseignants, mais c'était des revendications sur le statut des enseignants et des revendications salariales pour lesquelles on avait donc arrêté ces enseignants. Et nous, à l'époque, on avait fait un mouvement de protestation pour demander à ce qu'on libère nos maîtres. Et donc on vous a arrêté? J'ai été arrêté. C'était la première fois C'était la première fois, donc j'avais fait le camp Boiro déjà. Et donc là, quand vous revenez cette fois-ci... Je n'avais pas 21 ans et j'avais déjà subi 4 jours de diète. Et on m'avait déjà mis la même machine. Mais j'avais pensé qu'on ne m'y reprendrait plus, parce que même les manifestations, j'allais les éviter, mais je pensais qu'il suffisait d'être sincère, d'être un homme tout à fait normal pour ne pas y aller. Donc 10 ans après, presque jour pour jour, je me suis retrouvé là, avec des conditions de... Alors là, on vous garde combien de temps? 7 ans. Vous restez 7 ans pour cette deuxième fois? 7 ans, cette deuxième fois. Et les 7 ans dans les pires conditions, parce que Madame parlait tout à l'heure du fait qu'elle ne mangeait pas peut-être correctement tout ça. Nous, les 4 premiers mois, nous ne sommes pas lavés une seule fois. 4 mois sans se laver? 4 mois sans se laver, on couchait à même le sol. C'était des cabines donc de militaires, avec la tôle ondulée, galvanisée. Il n'y avait pas de plafond, rien. Donc avec la chaleur, parce que c'est la partie chaude, Kankan, Sigiri, c'est la partie chaude de la Guinée. Avec la chaleur et la sueur. Alors on puait et en même temps on avait des poux à la fois dans les cheveux pour ceux qui avaient des barbes. Moi je n'en avais pas à l'époque puisque j'étais jeune et puis je suis du genre imberbe. Alors donc 4 mois comme ça sans se laver, on avait des poux partout. Il y en a qui commençaient à avoir la gale, il y en a qui sont morts de ça un peu. Après, de la gale dans la prison. Le choléra est venu s'ajouter à ça et beaucoup à la prison de Kankan sont morts comme ça. Après on m'a transformé, on nous a transféré à Kindia. C'est là où j'ai rencontré justement les Abbas et autres, où les conditions étaient peut-être un peu améliorées, mais c'était pas facile. La troisième fois, ça se passe comment en fait? La troisième fois, donc on a été transféré à India parce que sur les 450 personnes qui avaient été arrêtées, qui étaient au camp de Kankan, il est vrai qu'il y en a qui ont été libérés, avec les maladies, avec les exécutions, parce que là-bas on avait eu le ministre délégué, toute la classe politique, toute la haute administration de Kankan avait été arrêtée, le ministre délégué, le gouverneur, le secrétaire fédéral du parti, le procureur de la République, le président du tribunal. Sur les 450 personnes qui étaient arrêtées, avec le choléra et d'autres maladies qui étaient venues et les exécutions, il ne restait que 19. Sur les 450 Sur les 450. Je ne dis pas que toutes les personnes sont mortes, mais il ne restait que 19. Alors le choléra continuait à sévir. Nous ne savions même pas que c'est le choléra. On en mourait, mais on ne disait pas ce que c'était. Alors donc ils ont décidé de transférer, nous les rescapés de Kankan, à Kindia, et nous sommes partis un peu comme des loques humaines à Kindia, à tel point d'ailleurs que le camion qui nous a transportés, on ne pouvait pas être à même le camion, on a mis des matelas. Vous vous êtes libéré à quel moment finalement? J'ai été, et puis comme quoi le football peut faire de bonnes choses. Vous voyez à quoi peut tenir la vie d'un homme. Nous étions donc à la prison de Kindia. Un soir, on entend beaucoup de bruit dans la ville, des clameurs partout, et puis des silences lourds. On a eu peur parce qu'on avait été prévenu qu'en cas de mouvement, en cas de tentative de coup d'État ou de déstabilisation, que les premiers à être liquidés, ça va être nous qui sommes en prison. Ah oui. Donc on avait peur. Quand on entendait des clameurs en ville, on ne savait pas ce que c'était, on s'était recroquevillé donc, chacun chapelait au point pour prier, pourvu que ce soit bien. Et le lendemain, ils ont commencé à libérer des gens, on ne savait pas toujours pourquoi, à venir chercher des gens. Parce que quand le prisonnier sort,
il ne sait jamais, il ne connaît pas sa destination. Si on va le liquider, il peut aller à la Potence, il peut être libéré, il peut être transféré dans une autre prison, il ne sait jamais. Donc, le lendemain, des gens sont sortis, et le surlendemain, on est venu me chercher, on me dit, on va me transférer à Conakry. Et on me transfère à Conakry, et à Conakry, on me dit on m'apprend que je suis libéré. Qu'est-ce qui s'était passé? Le Afia Football Club de Guinée avait remporté le triplé, et le président Sékou, qui venait d'échapper à la révolte des femmes, qui se sont révoltées, qui ont couvert toute la ville, qui ont pris le palais d'assaut, a voulu lâcher un peu du lest, et je me suis retrouvé libéré parce que le Afia avait gagné. Le Afia, merci au Afia, j'en profite ici pour le dire. Le Afia perdait ce jour, peut-être que je perdrais aussi la vie. Voilà. Alors, ces femmes se révoltaient pourquoi exactement? Ces femmes qui ont mis la pression sur le président Sékou à l'époque? C'est à cause de la cherté de la vie. Voilà. Et à l'époque, dans les marchés, les herbes ont poussé. Parce qu'on a dit qu'on n'importe plus rien et qu'on ne mangera que les produits locaux. Lui, il mange son lafidi et le riz local et la sauce arachide. Donc, le Guinéen n'a pas besoin de produits importés. Donc, on vendait en cachette. Il y a une femme qui a jeté les graines de riz, c'est comme ça, elle a jeté les graines de riz sur la table. Après, on vient, on jette un foulard, on attache l'argent là-dedans. Tu connais la quantité, puis vous vous rencontrez quelque part, tu le remets et ça va. C'était ça. Du commerce clandestin. C'est comme ça qu'on vivait en ce moment. Tu ne pouvais pas demander la pointure de ta chaussure ni la couleur du tissu. Donc il y a une femme il y avait en ce moment la police économique qui a essayé de suivre et qui a réagi. Ce jour-là, j'étais témoin de ça parce que j'ai vu le marché de la ville. Je venais du ministère de l'Éducation. J'arrive au marché de la ville, je dis je vais faire des achats. Mais je voyais tout le monde en train de ramasser les affaires. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Celui qui ne sort pas aujourd'hui ne retrouvera pas sa place. C'était le slogan au marché. Je ramasse des choses et puis j'arrive à l'actuel ministère de la Jeunesse. C'était là-bas la permanence. Et en même temps le bureau de l'Assemblée nationale. Je vois Siaka, Moussa Diakité, Damantan qui était au dehors. Donc comme tout ça, qui était devant lui. Des barons du et j'étais au dehors. J'ai dit mais Siaka, c'est un neveu. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous au dehors là, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est les femmes de Madina qui se révoltent et puis ils disent qu'ils vont descendre en ville, qu'ils vont aller voir le président. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Elles n'ont qu'à venir. J'ai dit ça que c'est dangereux parce que le marché de la ville aussi a fermé. Elles n'ont qu'à venir. Elles trouveront le président ici. Je suis partie. Mais moi, j'ai eu les balles dans ma cour. J'habitais à côté du marché de Madina. Ça a tiré sur les femmes? On a tiré dans le marché, on a tiré sur les femmes. La nuit, j'ai entendu le président proposer, on a envoyé un communiqué qu'il va faire une conférence de presse pour ça. Il a un meeting, il a appelé les gens à la permanence. J'ai dit, c'est le mauvais geste qu'il a fait. Les femmes sont venues, foulard rouge, avec une branche. C'est très significatif. L'arbre de la paix? Non. Au contraire, la guerre. Bien au contraire. Ah. C'est fini. La rupture de contrat. La rupture. Donc, j'ouvre la radio, je n'entends pas la retransmission. Je prends ma voiture, je viens au marché. En ville, j'avance, à Koléa, je rencontre les femmes qui revenaient. Toutes fatiguées, en criant. Ah, au Maïki, c'est pas ce qu'on s'était promis, hein. C'est pas ce qu'on s'était promis. Donc, il y en a qui sont allés en ville. Il y en a qui sont rentrés. Je vais jusque devant le camp Samori. J'avance vers l'hôpital, mais j'arrive à la Corniche. Ma soeur habitait là-bas, une infirmière. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, comment tu as pris ta voiture et venir ici? Nous, on m'a appelé pour aller à l'hôpital qui a des blessés. On a tiré sur les gens vers Printania et autres. Parce que les femmes allaient chez le président. Bon, donc moi, je suis revenue à la maison. La nuit, on a ramassé les femmes, il y a beaucoup de victimes encore de cette date-là, le 27 août. C'est pourquoi, lorsque les femmes fêtent le 27 août, je crois que ce n'est pas à fêter, c'est plutôt à commémorer. C'est à commémorer. Parce que, ouais. Alors, monsieur Abaspa, vous, comment vous vous retrouvez dans cette aventure du Cambraro? Moi, j'étais en voyage sur Cancan, par l'avion. Après mes formalités de départ, il y a un gendarme qui vient me demander, c'est toi qui t'appelles Costa? À l'époque, j'avais ce surnom-là. Et je dis, oui, c'est moi. Il dit, ah, tu ne voyages plus. Pourquoi je ne voyage plus? J'ai mon billet, j'ai la carte d'accès à bord et tout ça. Il dit, en tout cas, tu ne voyages plus. Et puis, il amène un lieutenant de gendarmerie, et puis il me l'amène dans le bureau de la gendarmerie de l'aéroport.
J'arrive là, il me laisse là. Il repart et juste le micro appelle les gens à l'embarquement. Le gendarme qui était dans le bureau dit « Ah, jeune homme, il faut aller parce que tu dois t'embarquer. » Au moment où je veux sortir, je le rencontre à la porte. Et là, il me dit « Tu ne voyages plus ?» J'insiste. Et il me met les menottes et il m'amène à une Jeep. Après, il me demande « Est-ce que tu as des bagages ?» Je dis « Oui, j'ai des bagages. » « Viens, tu me les montres. » Au moment où je vais pour les lui montrer, mon papa était là, avec sa sœur. Eux, il allait à un autre avion sur la baie. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Okay. Papa, comme d'habitude, quand on se dit au revoir, il embrasse les gens. Mais là, quand il a voulu m'embrasser, je l'ai retenu. Je dis non, je suis en état d'arrestation. Il est retombé dans son fauteuil et moi, j'ai été prendre mon sac. On est allé dans la Jeep. De là, on m'a amené à l'état-major de la gendarmerie en ville. On m'a fait au moins 21 photos dans toutes les positions possibles. Et le commandant de la gendarmerie, il me dit, mais jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? J'ai dit, non, c'est vous qui savez ce qui s'est passé à l'aéroport. Moi, je sais que je voyageais. Un de vos agents m'a dit que je ne voyage plus, il m'a ramené ici. Vous me direz pourquoi. Alors, ils me mettent dans un violon là-bas. Je reste 8 jours, et le 8e jour, on envoie une voiture, et on m'embarque et on m'amène au Camp Boiro, à la cellule 22 exactement. Je rentre, seul là-dedans, et on fait, on ferme, je l'entends écrire la lettre D sur la porte. Ça veut dire diète. Alors je reste là 8 jours, sans manger, sans boire. Bon, quand ils ont commencé à me redonner à manger, je dis, mais interrogez-moi, on va s'expliquer. Impossible, on m'a arrêté le 14 juin, on ne m'a interrogé qu'en septembre. Ah oui. Et là, c'est mon professeur de philo, Mamadi Keïta, qui avait orchestré tout ça. Et il a demandé à son secrétaire de rédiger une déposition pour moi. Ce type rédige une déposition, il me l'a fait lire et il montre à Mamadi. Mamadi dit non, il est trop petit, on ne peut pas lui faire dénoncer Dr Akar, Diallo-Telli, Siradiou, c'est trop haut. Ah, on disait que vous devriez dénoncer cette personne, Siradiou Diallo-Telli, Dr Akar, Dr Conté Saïdou, etc. Bon, des gens qui ont l'âge de mon père. Alors, ils reprennent la déposition, je reviens encore, on lit, ça ne colle pas. Je reviens une 3e fois, et là, on dit que je suis agent français, d'abord du 2e bureau français, je suis du réseau SS nazi, et je suis de la CIA. Et que j'ai recruté des gens à Dakar. Ah, vous appartenez à tous ces services en même temps? Tous ces trois-là. Moi aussi. Et que... Vous aussi, monsieur le ministre? Moi aussi, j'étais censé appartenir à tous ces réseaux-là. Des gens que je ne connaissais même pas. Samedi, moi, j'ai recruté des gens. Et que ces gens-là, je leur paye tous les mois $2000. Alors, quand ils ont voulu maintenant... À 24 ans? À 24 ans. La tradition voulait que quand on vous arrête, tout ce qui tournait autour de vous en ville, avec vous, on prend la liste et on les met dans votre déposition. Il valait mieux ne pas être dans vos connaissances, quoi. Voilà. Alors, quand ils ont... Moi, j'avais cette habitude, on écoutait toujours les dépositions. Alors, quand ils ont fait la liste, ils m'ont demandé de dénoncer tous mes camarades. J'ai dit non, c'est moi qui ai recruté les gens, c'est moi qui les ai formés, laissez-moi donner leur nom. Ils ont dit d'accord. Donc j'ai dénoncé 5 copains qui étaient soit en Suisse, soit aux États-Unis, soit en France. Et c'était inaccessible, quoi. Oui, c'est qu'on ne pouvait pas les atteindre. Donc personne ne m'a dénoncé, je n'ai dénoncé personne. Vraiment, j'étais heureux. Et je suis vous étiez en prison, mais vous étiez heureux de n'avoir pas dénoncé. Pas appelé quelqu'un là. Dans votre malheur, il y avait quand même une part de bonheur. Oui, tout à fait. Dénoncé. Et là, j'ai dit à Mamadi Keïta, j'ai dit, monsieur Keïta, vous nous avez fait un cours sur la recherche de la vérité et vous nous avez parlé de la théorie de Kant. Je me souviens de ça comme si vous étiez en train de le faire encore, mais vous me montrez encore une autre formule pour trouver de la vérité. Alors, il me dit, allez, envoyez-le dans sa cellule. On m'a ramené comme ça. Mais quand j'enregistrais ma déposition, Ismaël Touré est venu. Le frère de Sékou Touré. Il dit, c'est lui Costa? Mamadi lui dit, oui, c'est lui. Il dit, il n'a qu'à choisir dans quelle ville on va le pendre. Son cas va servir d'exemple à la jeunesse. Je dis, camarade ministre, la vie appartient à un seul. Il en décidera comme il voudra. Et vous et moi. Il est parti. Voilà l'arrestation, déposition. Maintenant, je suis citoyen de village, le Camp Boiro. Combien de temps vous restez dans ce village? Je suis resté 7 ans. 7 ans. Et comme j'étais le plus jeune, les gardes venaient me voir. Ils me disent, mais toi, on ne sait pas pourquoi tu es là. Avec ton âge, là. Les autres, là, c'est des camarades de Sékou. C'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont fait entre eux. Je dis, mais toi, vraiment? Alors, ils m'ont donné un lipico. Ils me laissaient balayer toute la cour, toute la journée. Et à la fin, on me donnait 1 litre de café sans sucre.
Parce que ça, c'était inaudible, parce que vous n'aviez qu'un litre d'eau par 24 heures. Chaque jour, à 17 heures, on vous donne un litre d'eau. Et c'est cette eau-là que vous allez utiliser jusqu'au lendemain à la même heure. Donc moi, je gagnais un gobelet de café noir. De café en plus. Et ensuite, café noir sans sucre. Ça me permettait aussi d'avoir une douche. Vous étiez finalement le privilégié en faisant oui, un grand privilège. Le ménage dans la cour. Monsieur Alain Foucault aura remarqué d'ailleurs que pour siéger au comité révolutionnaire du Kambouarou, il fallait être membre du BPN. Monsieur Keita Sidiki Ba. Donc, il fallait être membre du BPN. Et vous avez remarqué tout à l'heure... Du bureau politique national. Bureau politique national du parti. Et vous avez remarqué tout à l'heure, dans le témoignage de Mme Touré, que Keita Fodeba, ministre de l'Intérieur et de la Défense, informé par Sékou Touré n'agit pas, c'est le membre du BPN qui se saisit et qui va procéder aux arrestations. Donc, c'est la face cachée du Kambouarou. Et Fodeba a été le bouc émissaire de tout ça. Colonialisme, le néocolonialisme, le sionisme et le racisme, honneur, pouvoir, gloire, victoire, fidélité. En 1960, vive la production. Le complot Ibrahima Diallo, inspecteur du travail. En 1961, le complot des enseignants avec Koumandia, Réoutra, Tamsir Nian, Baïbram Kaba, Montaga, etc. En 1965, le complot des commerçants qu'on appelle le complot de Petit Touré avec Jean Farguet, ex-membre du BPN. En 1969, complot Kaman, complot des militaires avec Kaman, Fodeba Keita, Karim Fofana. Le complot 70-71, qu'on appelle la 5e colonne, un des plus grands complots. En 1976, nous avons le complot des Peuls avec Teddy Diallo, Alpha Omar Bari, Dramé Alioun, etc. En 1977, le complot des femmes. En 1980, le palais du peuple avec attentat à la grenade. En 1981, aéroport avec attentat à la grenade. En 1983, dernier complot avec le magistrat Doumbouya venu du Sénégal. Ce dernier complot n'a pas pu être exécuté parce que le tyran était tombé malade entre-temps.